Maintenant, au niveau des banques centrales, ça c'est plus intéressant. La matérialité du vol au niveau des banques centrales. On a dit à la BCAO, il n'y a pas eu de vol. Et la raison pour laquelle la BCAO ne s'est pas constituée partie civile. Parce qu'il faut que vous compreniez très bien pourquoi on les dit. Une banque à qui on a volé ne peut pas ne pas se constituer partie civile parce que ce n'est pas son argent. Ah oui, mais comment tu vas expliquer à tes actionnaires que j'ai constitué une provision, parce que quand tu constitues une provision, ça vient en diminution donc du bénéfice, que j'ai constitué une provision pour un vol qui n'a jamais eu lieu. Et on dit, mais alors, mais si tu as constitué la provision, est-ce que tu as porté plainte pour qu'on nous rembourse, le voleur nous rembourse? La BCE a dit non, nous là, on ne se constitue pas partie civile. Parce qu'on n'a rien perdu, on n'a subi aucun préjudice. Les banques centrales disent oui, nous, au début on a pensé, mais on n'a rien dit. On n'a pas. On nous a rien volé. C'est un gars même de la Sotra qui dit que le président Babou a volé les bouloirs. C'est lui qui a volé cafetière. Quand on voit la déposition de la Sotra, j'ai dit ah. Donc même cafetière de Sotra là, c'est lui qui a volé. C'est lui qui a volé ça. Bon, les jeunes n'ont même pas tenu conseil. Bon, vraiment, on parle de choses sérieuses. Laissons la cafetière là pour faire régler ça. Mais au niveau des banques centrales, non seulement les dépositions disent que nous n'avons pas volé, mais ils disent qui a volé. Et je vais vous lire la déposition du directeur de la Caisse nationale d'épargne et de chèques, la CNCE. Et je réponds de verset. Procureur de la République, dites-nous votre part de connaissance des faits de pillage de l'agence centrale de la CNCE au plateau. Je le procureur pour la question. Au directeur de cette banque par intérim. Le directeur s'appelle Yassine Kwaku Oku. Voici ce que répond M. Yassine Kwaku Oku au procureur. Notre banque a fonctionné normalement jusqu'au 31 mars 2011. Excepté nos agents d'Abobo et d'Anyama, et on sait pourquoi. Et ceux qui opéraient là-bas. Bon. La nuit, écoutez bien cette partie. La nuit du mardi 19 avril 2011 au mercredi 20 avril 2011, les dirigeants de la CNCE ont été informés que l'agence centrale de notre banque était en train d'être pillée par des personnes en armes. Le 19 avril. Nous, on n'est plus là. Du 19 avril au 20 avril. Nous, on n'est plus là. Déposition du directeur. Il va plus loin. La situation de crise empêchait quiconque d'aller sur les lieux. Le lendemain, un huissier a été commis pour aller constater les faits. Une fois sur les lieux, les dirigeants de la banque ont remarqué la présence de 2 militaires FRC sur les lieux. Ces derniers ont refusé l'accès à la banque aux responsables et aux travailleurs de la banque tant qu'ils ne produisent pas une autorisation de leur hiérarchie, c'est-à-dire la hiérarchie des 2 militaires, des FRC. Des FRC. Toutes nos tentatives pour avoir cette autorisation ont échoué. Tout le personnel de la banque est resté dehors de 8 h du matin à 17 h pendant qu'eux opéraient. Selon les dires de M. Ouattara Mori, l'un des gardiens de la banque, présent lors de l'attaque, dont les propos ont été recueillis par l'huissier que nous avons commis. Le véhicule qui transportait les braqueurs était une Mitsubishi 4x4 immatriculée 6391 EP01. À l'intérieur du véhicule se trouvaient des hommes lourdement armés portant des tenues militaires. Selon les propos recueillis par l'huissier, les nuits du 20 au 21 avril, des personnes portant des tenues militaires sont venues en renfort des 2 autres militaires, donc des FRC qui étaient là, et qui étaient postés devant la banque pour casser le caveau de la banque après avoir attaché les gardiens de la banque. Après le vol, ils ont kidnappé les gardiens et ont menacé de les tuer avant de les relâcher aux premières heures du 21 avril. Je voudrais indiquer que selon l'huissier, le concert n'a pu être fait le 21 avril parce que les FRC présents sur les lieux refusaient tout accès à la banque. Durant ce pillage à main armée, notre banque
a perdu 2 milliards 326 millions 167 533. M. Doglé, lui c'est clair. C'est les FRC qui ont volé son argent. Pour ceux qui auraient oublié, les FRC, c'était l'armée qui combattait pour le régime actuel. Et dirigés par le Golfe, ils ont été créés à part du Golfe. Donc, quand M. Cissé ne parle de responsabilité au fait d'autrui, alors on doit rattacher ça à qui alors? On rattache à qui? Bien. Donc, vous convenez que non seulement on n'a pas volé, mais ceux qui ont volé, on les a identifiés. Pour quelqu'un qui cherche la vérité, on n'a qu'à chercher des matriculations de véhicules, au moins. C'est passé le 19. Et je peux vous dire que c'est ce témoignage-là qui m'a sauvé à Accra. Ça, qui m'a sauvé à Accra. Parce qu'ils ont mis tous les artifices. Quand il a fait sortir ça là, il n'y a plus rien à dire. Donc, devant un tribunal normal, sérieux, des juges qui respectent les fonctions. Et c'est pourquoi, vous avez remarqué, ce régime-là perd tous les procès à l'international. J'ai été le premier à les battre. Le président Laurent Gbagbo est venu les battre. On allait devant la Cour africaine des droits de l'homme, on les a battus. C'est-à-dire qu'il n'y a que les magistrats ivoiriens seuls qui lisent le droit pour eux. Non, mais je vous l'ai dit. Ils n'ont jamais gagné un procès contre nous à l'étranger. Il suffit seulement que les juges soient un peu sérieux, c'est fini. Maintenant, la condamnation du président Laurent Gbagbo, pourquoi j'ai dit c'est un braquage? Je vais vous expliquer pourquoi. Je vous ai donné l'aspect technique, je vais vous donner l'aspect juridique. Quand on vous condamne quelqu'un au pénal, ça c'est pour les faits matériels que vous avez commis. Mais quand c'est assorti de condamnation civile, les dommages et intérêts, ça suppose que la personne qui est victime a subi un préjudice. Et donc, c'est le fameux article 1382 du Code civil qui dit « Pour faire quelconque qui cause à autrui un dommage nécessite une réparation de la part de celui qui le fait ». L'article 1384 du Code civil il répond que même si ce n'est pas toi, si c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait, ou bien ton objet, tu dois réparer le préjudice. Ça suppose que quoi? Avant toute condamnation, quelqu'un pour qui tu perds des dommages et intérêts, il faut que tu justifies avoir subi un préjudice. Il faut que tu justifies que moi j'ai subi un préjudice. Parce que s'il n'y a pas de préjudice, il n'y a pas de réparation de dommages. Or, on vient de vous le dire, la BCEAO dit que je n'ai pas de préjudice. Que c'est les salaires qui ont été payés. L'État ivoirien n'a pas payé 2 fois les salaires, ni les charges de fonctionnement quand ils sont revenus. Donc l'État ivoirien n'a pas subi de préjudice. À partir du moment où tu n'as pas subi de préjudice et que tu condamnes quelqu'un à te payer des dommages et intérêts, c'est du braquage. Donc c'est du vol. Mais seulement organisé par la main des juges. Parce que je ne peux pas aller au SG, paye-moi 100 millions de dommages et intérêts sans que je ne prouve au moins que j'avais au moins 100 millions. Mais j'avais un bien qui valait au moins 100 millions. Que j'ai perdu quelque chose au moins de ce montant-là. C'est le fondement de l'article 1382 du Code civil. Donc, ils ont braqué 2 fois le président Laurent Gbagbo. En le condamnant au pénal, ils ont braqué ses droits civiques pour l'empêcher d'être candidat. Et en le condamnant au civil, ils l'ont braqué pour justifier l'injustifiable qu'ils ont fait ailleurs. C'est pourquoi, chers amis, on ne peut pas accepter ça. Et je dis aux militants, aux camarades, à ceux qui nous écoutent, personne ne peut nous imposer une limite à nos ambitions, sauf nous-mêmes.
c'est soit parce que nous sommes inactifs. L'injustice ne prospère que dans l'inaction, dans l'incapacité de répondre à l'injustice. C'est tout le fondement de la nature des hommes. Celui qui subit l'injustice et qui se contente de la dénoncer sans se combattre, se battre contre, il finit par devenir complice de cette injustice. C'est nous qui avons demandé au président Laurent Gbagbo d'être candidat. Il nous appartient de nous donner les moyens légaux et démocratiques pour que cette candidature aboutisse. Et nous devons tout faire parce qu'on ne peut pas empêcher quelqu'un d'être candidat sur la base de ces champs de farfelus, ces choses farfelues. Et, rassurez-vous, ce combat-là, beaucoup de personnes nous comprendront la logique de notre combat. Beaucoup de personnes comprendront la logique de notre combat. Pour le moment, nous en sommes au préliminaire. Comme on l'a dit, on est même en train de faire un peu d'échauffement. Mais on souhaite que la sagesse gagne les uns et les autres. Parce qu'une ambition, personne n'a le droit de bloquer notre ambition. Sur la base du faux. Sur la base du faux. Donc, chers amis, voilà pourquoi je disais que dans la réalité, des braquages, non seulement il n'y a pas eu de vol, mais c'est le président Laurent Gbagbo qu'on vole. Mais pourquoi pensez-vous qu'ils ne veulent pas que nous arrivions au pouvoir? Mais parce que la gouvernance là pose un sérieux problème. Et l'un des problèmes, c'est la dette. Vous voyez, si cette histoire de dette, les gens croient que, bon, le même système nous a dit que nous, on ne comprend pas la dette, que le ministre du budget n'a qu'à venir nous expliquer la dette. Moi, dans le peu de que nous on n'est pas là, on va leur répondre. Quand vous savez, quand on veut faire ce travail-là, on fait vraiment des recherches. Pour ne pas être plus à défaut. Et on a donné à 2 h du matin. Ce matin même, j'ai vu me trouver en train de travailler justement ça pour finir un certain nombre de choses. Quand vous parlez au gouvernement, il dit ah, notre dette là, elle est soutenable. En 2024, leur prévision fait 34 000 milliards. Ils sont à 25 000 milliards en 2023. Leur prévision de dette 2024, c'est 34 000 milliards. Quand vous leur dites non, on est à 58% du PIB, donc on est soutenable. Alors je suis allé m'asseoir pour chercher un pays qui avait moins que ça, le taux était moins que ça et qui est en défaut de paiement. J'ai pris 4 économies, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, l'Éthiopie et le Ghana. L'Éthiopie parce que l'Éthiopie est en cessation de paiement. Le Ghana parce que le Ghana est en défaut de paiement aussi. Le Sénégal parce que le Sénégal a un taux de dette qui est de l'ordre de 78% du PIB. Et la Côte d'Ivoire qui est pour le moment à 58,6%. Alors, c'est tellement intéressant ce tableau quand nous avons fait des études comparatives. On se rend compte qu'un pays comme l'Éthiopie, de 2012 à 2021, 22, voilà, leur PIB a augmenté de 205%. Il a pris, c'est-à-dire qu'il a quasiment doublé. Même quadruplé, parce que 100%, ça fait comme si ça fait l'équivalent, ça a doublé. 205% de taux. Et au moment où ils ont déclaré dépôt de paiement, le ratio PIB, dette sur PIB était de 37%, de 33%. Le ratio dette sur le PIB était de 33%. Nous sommes à 58%, nous on dit non, 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 pour nous on est encore tenable, parce que la norme 70%, il était à 33%. Mais qu'est-ce qui explique, si tant est que ce taux-là, ce ratio est un ratio rassurant, qu'est-ce qui peut expliquer qu'à 33% du PIB, on soit en cessation de paiement, en défaut de paiement? C'est exactement le problème.
C'est ça la question. Le PIB dans nos pays africains, ça ne veut absolument rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. Parce que si tu n'es pas capable de convertir ton PIB en recette domestique, en recette fiscale, c'est comme si tu vends du vent. Tu brasses du vent. Voici la réalité. Le PIB de l'Éthiopie fait 2 fois le PIB de la Côte d'Ivoire. Ils sont à 153 milliards de dollars, lorsque la Côte d'Ivoire a 70 milliards de dollars. Mais ils ne prélèvent que 6%. Leur taux de pression fiscale est de 6%. C'est la même chose au Ghana. Le PIB en 2022 du Ghana était largement de 5 milliards de dollars supérieur à celui de la Côte d'Ivoire. C'était la deuxième économie après le Nigeria. Ils sont en cessation de payer. Mais pourquoi? Mais parce que on fait, alors que nous faisons exactement ce qui les a envoyés dans ce problème. On est venu, investissement blim blim, ainsi de suite. Moi, j'ai vu en Éthiopie un train construit TGV, construit par les Chinois. Même les serveuses de thé sont chinoises dans le train. À partir de ce moment-là, ton PIB, là, qu'est-ce qui reste de ton PIB? Non seulement les travaux sont faits en franchise d'impôts, parce que c'est l'État qui finance, donc il ne met pas d'impôts là-dessus. Et ça pose des distorsions énormes aux entreprises quand on parle de la dette intérieure. Parce que les crédits de TVA sont énormes. Puisque les travaux sont faits en franchise de TVA, les prestataires de services, eux, ils supportent la TVA. Ils ont du mal à récupérer cette TVA-là. Donc on se trouve dans un déficit énorme. Donc, ce n'est pas ça. Et c'est les mêmes façons de faire. Investissement blim blim. On fait ceci, on va prendre des prêts à tous les guichets. Tous les pays qui connaissent des problèmes sont liés à ça. Et c'est exactement ce que nous fait le RHDP. Et l'impact est réel. On va faire une petite souris pour que vous compreniez où il nous emmène. Après le point d'achèvement de PTE, on est tombé à 35% de PIB sur la dette PIB à 35%. Le service de la dette, et le remboursement que nous remboursons régulièrement, le service de la dette, est passé de 500 milliards par an à 230 milliards par an. Nous sommes en 2012. En 2023, on passe de 6112 milliards de dettes en 2012. Nous sommes à 25 792 milliards en 2022. Est-ce que vous imaginez? Le service de la dette, qui était de 230 milliards, dont on remboursait 230 milliards, en 2023, le service de la dette est passé à 3 742 milliards. Même si tu augmentes, alors que le PIB n'a augmenté que de 30 périodes que de 92%. Mais le service de la dette, c'est 16 fois ce que nous payons en 2012. Si donc toi, tu fais 84%, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à doubler ton PIB, pendant ce temps, le service de la dette est de 16 fois ce que tu payais en 2012, comment tu fais pour payer? Ce sont des chiffres, c'est leurs propres chiffres à eux. Hein. Tu payes 16 fois le service de la dette. De sorte que, pour 2023, le service de la dette, plus la masse salariale réunie, nous sommes à 102% des recettes fiscales.
C'est-à-dire, quand on a fini de payer les... Et 102%, c'est-à-dire même qu'il y a une partie des fonctionnaires où on est obligé de chercher l'argent pour venir les payer. C'est-à-dire, tout ce que nos collègues font, les gens ils travaillent sur le terrain, tout ce qu'ils font, les recettes fiscales là, le service de la dette prend, c'était autour de 5 000 milliards à peu près l'année passée. Si vous payez 3 000 milliards là-dessus, ça fait à peu près 60%. Le service de la dette prend 60% des recettes fiscales et le reste c'est la masse salariale. Ça veut dire que quoi? Que même pour acheter un petit matériel dans un hôpital, il faut le prendre à crédit. Une compresse, il faut le prendre à crédit. Et que même le fonctionnement de toutes les institutions qui se sont données là-bas, un pays où on a président de la République, vice-président de la République, représentant spécial du président de la République, premier ministre, c'est quoi ça? Ça, pour alimenter, il faut tout ça aussi, on fait ça à crédit. Chers amis de la Côte d'Ivoire, chers camarades, population de la Côte d'Ivoire, notre pays, là, les gens là nous conduisent dans le trou noir. Je rappelle qu'en 2000, en 80 déjà, quand on a eu les problèmes, la dette privée, elle était à peu de 5-6%. Aujourd'hui, la dette privée, c'est plus de 45% de la dette nationale, la dette privée. C'est-à-dire, le retraitement de la dette est difficile. Et c'est pourquoi les pays ont du mal à payer les dettes. Puisque avant, tu peux négocier avec un pays. Quand tu prends un crédit à une banque, c'est plus facile de négocier. Mais quand tu vas prendre les eurobonds, quelqu'un a pris son épargne et vous l'a donné. Tu vas t'arrêter pour dire, moi, il faut revoir le paiement. Donc, le dernier prêt qu'ils ont pris, tout avec une banque, avec la charte des banques qui a fait le travail pour eux, c'est pour rembourser les échéances qui sont arrivées à terme. Donc, on est rentré dans un cycle d'endettement sans fin. Voilà ce que les spécialistes du FMI nous envoient ici. Population de Côte d'Ivoire. Et vous êtes déjà dans l'impact. Et je finis par là. Quel est l'impact du quotidien? Moi, j'ai reçu ma fiche d'impôt foncier. Ça a augmenté de 60%. Parce qu'un gouvernement a deux solutions pour améliorer ses recettes fiscales. Soit il élargit l'assiette, ce qu'on appelle à l'horizontale, ou alors, il donne 3, ou bien il augmente les taux. Mais quand il n'a pas envie d'augmenter les taux, parce que c'est trop flagrant, il crée des artifices. Et au niveau du foncier, il dit que ce n'est même plus le loyer. La défense, on a fait la démonstration ici, que ce n'est même plus les loyers, eux perçoivent les impôts fonciers. Maintenant, là, eux, ça sert pour dire, nous, là, État de Côte d'Ivoire, là, on estime que ta maison, ton loyer doit être 300 000 francs, et c'est sûr que tu vas payer ton impôt. C'est quoi ça? Même à Capone ne fait pas ça. On ne fait pas de braquage comme ça, à ciel ouvert. Ça, c'est déjà arrivé. Je ne sais pas si vous avez reçu votre facture d'électricité. Je ne sais pas si vous avez vu les factures d'électricité. Alors que parallèlement, ils augmentent, ils diminuent les revenus des populations les plus vulnérables. L'anacarde s'achète chez moi à 200 francs. Et c'est à cause justement de l'endettement qu'ils ne sont pas capables de répercuter, j'ai les artifices, l'embellie du cours du cacao sur les populations. Chers amis, la réalité, elle est là. Si ceux-là restent encore 5 ans ici, je touche du bois et de mes deux mains, je touche du bois. Nous n'allons plus reconnaître notre pays. Nous n'allons plus reconnaître notre pays. D'où la candidature, la question de la candidature du président Laurent Gbagbo est une question existentielle pour la Côte d'Ivoire.
Ceux qui s'asseyent pour faire des petits calculs, non, bon, on n'a qu'à trouver des plus jeunes. La question n'est pas un problème physiologique, ce n'est pas un problème d'âge. La question, c'est une question de conscience et d'être capable de trouver une solution, des solutions au problème de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous n'avons ni plan B, plan C, plan D, ou alors si nous en avons, le plan A s'appelle Laurent Gbagbo, le plan B s'appelle Laurent Gbagbo, et le plan Z s'appelle Laurent Gbagbo. Ça, il faut que ce soit connu chez nous. Parce que nous avions à sauver un pays. Nous avons à sauver un pays qui est pris en otage. Savez-vous, que je vais finir par là, que sur les 11 unités de transformation de l'anacarde, 9 ont fermé. Parce que le coût d'exploitation, les facteurs d'exploitation sont impossibles. Vous augmentez l'électricité, vous augmentez. Pendant ce temps, les Vietnamiens qui sont nos concurrents directs là-dessus, le coût, c'est 5 fois moins que les nôtres. Comment voulez-vous tenir la concurrence? Chers amis, j'ai été long, on ne va pas insister, mais nous donnons ces détails-là pour que ceux qui nous écoutent comprennent. Il y a deux sortes de dirigeants. Il y a les dirigeants qui se soucient de l'avenir. Et parce qu'ils aiment leur pays, ils disent je ne prendrai pas le risque de compromettre mon pays. Et il y a des dirigeants qui disent il n'y a que moi et moi seul, après débrouillez-vous. Si nous raisonnions comme ça, nous, on ne nous serait pas engagés en 2009 alors que nous allions aux élections présidentielles dans le PPTE. Donc ils sont négatifs. C'est parce que le président Laurent Gbagbo a aimé ce pays. Il aime ce pays qu'il a accepté tous ces sacrifices. Voilà la différence entre un homme d'État et un homme de pouvoir. Je vous remercie. Je crois que les applaudissements ne sont pas assez nourris. C'est pas payant qu'on applaudit de façon. Sous ce que je vous dis, ça s'appelle un coup magistral. Et ça, c'est vraiment le coup du marteau. Monsieur le ministre, on va donc se permettre de vous dire une fois de plus merci parce que vous avez dit ça avec force détail et surtout vous y avez mis la qualité et la forme. Ceux qui ne veulent pas comprendre ne comprendront pas, mais ça va s'imposer à eux. Les Ivoiriens vous ont écouté, la presse est là et ils comprendront aujourd'hui qu'il y a une seule solution. C'est le retour au pouvoir du président Koudou Laurent Gbagbo en 2025. C'est ça qu'il s'agit. Amis de la presse, il vous revient à vous, puisque nous sommes quand même à une conférence de presse, de poser les questions que vous souhaitez pour pouvoir comprendre beaucoup mieux ce qui a été dit, ou alors que le ministre renforce ce qu'il a dit. La parole vous revient, vous vous présentez votre organe et vous posez la question. Mais s'il vous plaît, je souhaite qu'on ne pose pas deux fois la même question, qu'on gagne du temps. Je vous remercie. Monsieur le ministre, on passe aux questions. Ok. Je suis à vous. Oui, c'est oui. Germain Sewé, l'Horizon Info, .net. Monsieur le ministre, ma question c'est
relativement à la démonstration technique que vous avez faite tout à l'heure pour établir l'innocence du président Laurent Gbagbo sur la question du braquage de la BCEAO. Alors, je suis en train de me demander, depuis quand vous avez ces informations-là, puisque ça veut dire que ce sont ces informations que vous avez sauvées au Ghana, ça veut dire que ça ne date pas maintenant. Donc, pourquoi c'est maintenant que vous donnez ces informations? Deuxièmement, alors, ce discours-là que vous tenez aujourd'hui, à qui il est destiné? C'est-à-dire que sa vocation, c'est pour convaincre qui? Est-ce que c'est pour convaincre les partisans, les militants du PPRCI? Est-ce que c'est pour convaincre les militants du RHDP? Ou bien même les présidents? Est-ce que c'est pour éclairer la justice des Côte d'Ivoire? Ou bien est-ce que c'est destiné à l'international, mais à la communauté internationale? Sinon, qui ne serait pas encore convaincu l'innocence du président Gbagbo sur cette question-là, que ces éléments-là viendraient, je l'ai dit, édifier? Donc, voilà ma question. Merci. Merci beaucoup. Je vous ai expliqué que ces informations, nous les tenons depuis qu'on nous a poursuivis. Donc, depuis 2012, j'ai eu un procès qui a compté de 24 août 2012 et qui s'est terminé le 30 août 2013. J'ai fait 2 fois 45 jours de prison. La première fois pour cette affaire-là. Et quand ils se sont rendus compte que vraiment ça ne pouvait pas intéresser un seul Ghanéen, la deuxième fois ils m'ont dit que j'ai tué 2 personnes. Ils m'ont prévu de m'envoyer en prison. Là aussi, c'est pour ça que je l'ai gagné. Parce que moi, le juge leur a dit, bon, ok, il a tué quelqu'un, ok. Mais dis-nous au moins avec quoi il les a tués. Il a fait fétiche. Il a fait machette avec fusil. Ils m'ont gardé en prison 45 jours. Le juge était fâché le matin, il m'a dit, bon, écoute, mon tribunal, ce n'est pas un lieu où on vient s'amuser. Et il m'a libéré. Donc, nous sommes... Mais c'est parce qu'ils savaient que nous avions ces informations qu'ils ne vont plus que le président Laurent Gbagbo soit présent au procès. Dans la réalité, c'est ça. Je vous ai dit, c'est le seul procès pénal au monde où l'objectif du procès était que le prévenu ne soit pas présent pour ne pas se défendre. Donc, nous avions ça. Mais l'opportunité est arrivée, c'est le président qui m'a dit, il est temps que tu fasses sortir ça. Maintenant, c'est adressé à qui? Chez nous, on dit, quand vous avez un piquet, même quand il est solide, il faut le renforcer davantage, on continue de taper là-dessus. Dans notre affaire, il y a ceux qui ne raisonnent pas. On ne va pas revenir sur eux. Par leur nature, ils ne raisonnent plus. Ils ont décidé de prendre cette nature. Donc ça, tu as beau leur expliquer, ça ne sert à rien. Il y a des gens de bonne foi qui continuent de croire que bon, cela est possible. Nous adressons à eux. Mais surtout, nous sommes en train de préparer la légitimité de tout ce que nous ferons en rapport avec un quelconque obstacle à la candidature du président Laurent Gbagbo. À partir de ce moment-là, il n'est jamais de trop de dire les choses. Afin que quand ça doit arriver, chacun soit prêt à témoin qu'on vous avait déjà dit, voici les éléments. Sinon, je sais que eux-mêmes, quand ils disent ça, ils ont parfois honte. Ceux qui ont encore l'espèce de la nature humaine en eux. Voilà. Oui. Merci, je suis Ferdinand Bali du quotidien Le Temps. La première question est relative au courrier adressé au premier ministre. Le premier courrier date de quand? La deuxième question, on sait que les droits gagnants de la BCEAO pour le doivent être payés par les relais. Pourtant, curieusement, la BCEAO ne sait pas de ça. C'est pas pourquoi. Pourquoi est-ce que vous avez les raisons de cette non-plainte? Merci beaucoup. Le premier courrier, on l'a fait le 15 mars
2023. Il a été déposé à 8h35 minutes précises. 2024. Il a été déposé à 8h35 minutes précises. Et le second, on l'a fait le 12 avril 2024. C'est justement, merci de nous permettre de revenir sur ça, le seul rapport de la BCEAO qui mentionne un quelconque vol, c'est le vol des agents de Mans, de Korogo et de Poitiers. C'est le seul rapport qui existe. Mais ils se taisent parce qu'ils savent qui a volé. Ils se taisent parce qu'ils savent qui a volé. Donc, je rappelle que dans le compte, le rapport de gestion 2012 approuvé par le Conseil des 2011, approuvé par le Conseil des ministres de l'UEMOA et de l'UMOA, il ne mentionne nullement un cas de vol à la BCEAO. Mais le rapport de 2004 mentionne les vols de Korogo, de Mans et de... On sait qui a fait ça. C'est pourquoi je dis, c'est parfois l'être humain qui est pressé, mais l'histoire a tout son temps. Et c'est pourquoi un homme sage a dit, le temps est un autre nom de Dieu. Autre question? Les produits agricoles de façon globale, il faut que nous exposions là-dessus avec une idée de nos propositions que nous avons de façon claire sur ce que nous voulons faire. Sur la dette, il faut que les gens comprennent. Et l'endettement. En 2015, les rapports que nous avions déjà, il était de 47%. C'est-à-dire qu'il y avait 47% du montant des prêts qui correspondaient aux investissements. Les 53% dans mon. Donc, la seconde étape, c'est sur ça. On va travailler là-dessus. Parce qu'il faut qu'il y ait un audit de la dette. Nous le disons pourquoi? Parce qu'il faut aussi que ceux qui prêtent retiennent. Et il y a une jurisprudence là-dessus. Dans le cas de, comment on appelle, dans le cas de l'Argentine et un certain nombre de pays. Où les juges, l'Argentine a saisi des tribunaux pour dire, attendez, vous dit, mais vous nous prêtiez. Vous saviez qu'on n'avait pas, on ne pouvait pas payer. Oui, mais parce qu'un banquier, moi je n'ai pas d'argent. Je vais voir la banque, je dis, je m'appelle Kone Katina, donne-moi 2 milliards. On dit, ton salaire il est combien? On dit, je fais mon salaire, on dit, c'est 450 000 francs. Mais le banquier me donne 2 milliards là. Mais il m'a fait cadeau. Il ne m'a pas prêté, il m'a fait cadeau. Parce qu'il sait pertinemment que je ne peux pas rembourser. Tu m'as fait cadeau. Et donc, il ne faut pas qu'ils soient surpris qu'on leur dise qu'il y a un certain nombre de dettes. On aura du mal à... Il faut qu'on s'assied pour travailler là-dessus. Attention, ne prêtez pas parce que ce sont vos amis. Parce que la Côte d'Ivoire ne leur appartient pas. Ils sont des passages. Et on ne peut pas hypothéquer la Côte d'Ivoire sur la base des relations personnelles et amicales. Chers amis, c'était les derniers mots. Merci beaucoup.